Mon fiancé a ri quand sa mère m'a traité de croqueuse de diamants lors de notre dîner de fiançailles, il a dit, elle est juste honnête. Alors j'ai enlevé la bague et je suis parti. En laissant un cadeau. Qui les a tous fait pâlir. Bonjour, je m'appelle Solène. La mère de mon fiancé m'a traité de croqueuse de diamants lors de notre dîner de fiançailles, et il a juste ri, disant, elle est juste honnête. Alors, j'ai enlevé la bague, l'ai laissée sur la table et je suis parti pendant qu'ils me fixaient tous. Ils pensaient qu'ils me chassaient. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le cadeau que j'avais laissé derrière moi allait leur prendre tout ce qu'ils croyaient posséder et les laisser supplier pour le silence qu'ils m'avaient autrefois exigé. Avez-vous déjà été poussé si loin que partir devient le seul moyen de vous sauver? Laissez un commentaire. Dites-moi quand vous avez dû partir pour enfin respirer. J'ai senti le froid s'infiltrer dans mes os dès que je suis sorti de la voiture, serrant la petite pochette en velours contenant les boucles d'oreilles de perles de ma mère. L'air de Nantes était vif ce soir-là, le genre qui vous faisait redresser le dos que vous le vouliez ou non. J'ai mis les perles, les laissant frôler ma mâchoire, me rappelant son doux rire quand elle me coiffait avant l'école. Un rappel de qui j'étais avant tout cela. Le jardin semblait trop parfait, trop raffiné, avec ses lumières douces se répandant sur le trottoir, attirant des gens qui appartenaient ici. Je n'étais pas sûr d'y appartenir, mais je suis entré quand même. La robe bleu marine que j'avais économisée pendant des mois pour l'acheter me seyait parfaitement, m'enlaçant d'une confiance tranquille alors que je franchissais le seuil. L'hôtesse a souri, mais ses yeux ont balayé mon visage, cherchant le véritable invité d'importance, le nom de Théo, la réputation de sa mère, l'argent de leur famille. Je n'étais pas aveugle. À l'intérieur, la chaleur sentait le beurre et le vin cher. Des rires s'élevaient des tables où des femmes aux cheveux trop parfaits et aux diamants trop grands me jetaient des coups d'œil par-dessus leurs verres. La maîtresse de maison m'a conduite à la salle à manger privée à l'arrière. Théo s'est levé pour me saluer, souriant de cette manière prudente qu'il avait quand il n'était pas sûr de savoir comment interpréter la pièce. Sa main a effleuré mon dos, ferme mais un peu trop légère, comme s'il craignait que quelqu'un ne le voie me toucher trop longtemps. « Content que tu sois là », a-t-il murmuré, ses yeux me balayant rapidement de haut en bas avant qu'il ne m'embrasse la joue. J'ai essayé d'y lire de la chaleur, j'ai essayé de croire que c'était suffisant. Isabelle, sa mère, était assise en bout de table, enveloppée dans un châle en cachemire crème qui correspondait au givre de ses cheveux. Elle m'a fait ce petit sourire précis, celui qui n'atteignait pas ses yeux. « Solène, comme c'est charmant », a-t-elle dit, laissant son regard tomber sur la robe, les perles. C'est agréable de voir quelqu'un qui sait comment s'habiller convenablement pour une occasion. Je l'ai remercié discrètement, me glissant sur la chaise que Théo avait tirée. La table était dressée avec de lourds couverts et des assiettes qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer. Des verres d'eau remplis, du vin versé. Les banalités ont commencé, et j'ai senti chaque mot s'accrocher à moi comme de l'électricité statique. Le père de Théo, Henri, s'est éclairci la gorge alors que le premier plat était servi, levant son verre, les yeux brillants sous le lustre. Au nouveau départ, a-t-il dit, et à ceux qui se construisent par leurs propres moyens. Il a souri comme si c'était une blague, mais ce n'en était pas une. J'ai remarqué la façon dont sa lèvre supérieure s'est retroussée quand elle m'a regardé. J'ai essayé de me concentrer sur la main de Théo sous la table, la façon dont il serrait mes doigts de temps en temps, une promesse silencieuse que nous étions une équipe. Mais même lui ne pouvait cacher la tension dans sa mâchoire quand Olivia s'est lancée dans une conversation sur l'héritage familial, l'importance de bien se marier et de s'assurer que le nom Dubois restait intact. Bien sûr, a dit Isabelle avec légèreté, en faisant tournoyer son vin. De nos jours, un contrat de mariage est simplement pratique. Nous devons tous protéger ce que nous avons bâti. J'ai dégluti, posant ma fourchette. Je comprends, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Je n'ai aucun problème avec un contrat de mariage équitable. Oh, comme c'est pragmatique, a dit Isabelle, son sourire maintenant acéré. Votre mère doit être si fière. Ma mère est décédée quand j'avais 19 ans, ai-je répondu, les mots prudents, l'air autour de la table se resserrant. Isabelle a penché la tête. Oh, quelle tragédie. Mais je suis sûr qu'elle aurait été heureuse de vous voir obtenir une bonne alliance. C'était la façon dont elle l'a dit, comme si elle complimentait un chien errant d'avoir trouvé un porche chaud. J'ai attendu que Théo parle, qu'il intervienne, qu'il lui dise que c'en était assez. Ses doigts ont glissé des miens, et il a fixé son assiette. Bien sûr que vous l'aimez, a-t-elle continué, se penchant en arrière,
sa voix prenant cette fausse douceur qui coupe plus profondément que la colère. L'argent n'est qu'un bonus chanceux, n'est-ce pas? Henri a ri d'un rire grave et froid, secouant la tête. Les jolies jeunes femmes de milieu modeste ne courent pas après des hommes comme mon fils pour leur personnalité. La pièce est devenue silencieuse. Mon pouls battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai regardé Théo. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme s'il allait dire quelque chose. Mais ensuite, elle est juste honnête, a murmuré Théo, un faible rire nerveux brisant l'air. Mon cœur s'est effondré, un battement froid et creux dans ma poitrine. La trahison n'était pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la façon dont il les a laissés là. Dans la façon dont il m'a laissé me noyer sous leur poids pendant qu'il regardait ailleurs. J'ai levé la main et j'ai senti les perles à mes oreilles, me raccrochant au souvenir des mains de ma mère, de sa force, de la façon dont elle me disait de me défendre, même quand ça faisait mal. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas parlé. J'ai juste glissé la bague de fiançailles de mon doigt, le diamant attrapant la lumière un instant avant que je ne la dépose à côté du verre d'eau de Théo. Le tintement a résonné plus fort que le bavardage qui a repris autour de nous dans un malaise forcé. La main de Théo s'est tendue, mais j'ai reculé. J'ai redressé ma posture, levant le menton en me détournant de la table. Mes talons ont cliqué sur le sol alors que je sortais, chaque pas m'éloignant de la honte, de la trahison, de la pièce étouffante remplie de sourires forcés et d'insultes à peine voilées. Alors que je poussais la lourde porte vers la rue, l'air froid de la nuit m'a envahi, éclaircissant la lourdeur dans mes poumons. Les perles ont frôlé ma peau, un doux rappel de qui j'étais, qui je serai toujours, quel que soit le nom à mon doigt ou la famille qui refusait de me voir autrement que comme une transaction. Ils réaliseront ce qu'ils ont perdu, mais il sera trop tard. J'ai quitté le restaurant, la bague toujours posée à côté du verre de Théo, la rue m'engloutissant dans son froid silencieux. Alors que je rentrais à mon appartement, mes talons résonnaient sur les trottoirs fissurés de Montmartre, devant le café qui avait fermé 1 heure plus tôt, devant l'épicerie du coin où j'allais chercher du lait et des tickets de loterie pour le vieil homme qui me souriait toujours. Il était tard, mais la ville ne se taisait jamais vraiment. Pas même les nuits comme celle-ci. Quand je suis arrivé à mon immeuble, je suis entré. Les clés ont cliqueté plus fort que je ne l'aurais voulu. Le couloir sentait le vieux tapis et le plat à emporter de quelqu'un, un rappel de vies empilées les unes sur les autres, chacune avec son propre désordre, son espoir et ses regrets. Je n'ai pas pris la peine d'allumer le plafonnier quand je suis entré dans mon appartement. J'ai enlevé mes chaussures près de la porte, sentant le soulagement alors que mes pieds touchaient le parquet froid, la robe bleu marine glissant autour de mes jambes, lourde du poids de la soirée. La pluie avait recommencé, tapant doucement contre la fenêtre, un rythme sourd qui remplissait le silence que je n'avais pas réalisé être si complet. J'ai pris la couverture sur le dossier du canapé et je l'ai enroulée autour de mes épaules, mais elle ne m'a pas beaucoup réchauffé. Les lumières de l'immeuble voisin clignotaient à travers le brouillard, et je pouvais voir un couple se disputer dans l'appartement d'en face, les mains agitées, les visages tendus, une histoire se déroulant derrière la vitre. Alors que je restais figé dans la mienne, j'ai regardé le petit espace, les boîtes de plats à emporter d'hier soir toujours sur le comptoir, le post-it sur le réfrigérateur avec les taches de mariage écrites de ma main. C'était une liste qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre maintenant. Saveur de gâteau, motif d'invitation, un acompte pour le lieu qui me pesait sur l'estomac comme une pierre. Des projets que nous pensions faire ensemble pendant que la mère de Théo me mesurait comme si j'étais une dette à payer. Mon téléphone était toujours dans mon sac, vibrant de notifications que je ne voulais pas vérifier. Je l'ai sorti quand même, faisant défiler des photos de nous. Le bras de Théo autour de moi, nos sourires larges et enthousiastes, la bague à mon doigt attrapant le soleil lors d'une randonnée il y a quelques semaines seulement. Je ne reconnaissais pas cette version de moi, la fille qui pensait que si elle essayait assez fort, elle pourrait appartenir à n'importe quel endroit. Mon pouce a plané sur la photo avant que je n'éteigne l'écran, jetant le téléphone sur le canapé. Il a rebondi une fois, le silence engloutissant le doux bruit alors qu'il atterrissait. Je suis resté assise là, serrant la couverture plus fort alors que des larmes commençaient à couler sur mes joues. Elle n'était pas bruyante, pas dramatique, juste une trace silencieuse de celle qui avait le goût de tous les mots que je n'avais pas dit à cette table. Tous les moments que j'ai ravalés parce que je ne voulais pas gâcher la nuit, le week-end, le voyage, l'avenir. Je pensais que l'amour signifiait maintenir la paix. Que si je restais silencieuse, les gens verraient que je méritais leur gentillesse. L'appartement était trop silencieux. J'entendais les tuyaux dans les murs grincer, le bourdonnement du réfrigérateur,
la pluie tapant contre la vitre comme si elle demandait si j'étais toujours là. J'y étais, mais je n'étais plus sûr de ce que cela signifiait. Quand mon téléphone a sonné, le son a traversé le silence comme une respiration sifflante. J'ai vu le nom d'Héloïse sur l'écran, la sœur qui appelait toujours au pire moment, ou peut-être au bon, selon la façon dont on le voyait. J'ai essuyé mon visage, prenant une profonde inspiration avant de répondre. « Salut, ai-je réussi ?» ma voix tendue. « Solène ? » « Il est tard, » a dit Héloïse, sa voix chaleureuse, mais avec cette franchise qu'elle n'avait jamais perdue. Même après avoir déménagé à Bordeaux, même après avoir construit une vie qui semblait si stable de l'extérieur. J'ai vu tes messages. Que s'est-il passé ? J'ai essayé de me retenir, mais le sanglot est sorti rauque et fatigué. Je suis parti, ai-je murmuré. Bien, a-t-elle dit sans hésitation. Maman aurait été fière de toi d'être parti de là. J'ai pressé une main sur ma poitrine, sentant la douleur de manquer quelqu'un qui m'aurait dit la même chose, qui se serait levé à cette table sans hésiter. Ça n'était pas censé être comme ça, ai-je dit, les mots s'échappant avant que je ne puisse les arrêter. Je pensais qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi. Je sais, a dit Héloïse, mais il ne l'a pas fait. Et cela te dit tout ce que tu as besoin de savoir, Solène. Nous avons parlé un moment de maman, des boucles d'oreilles de perles que je portais, de la façon dont elle nous disait de quitter les endroits qui faisaient mal, même si nous pensions pouvoir les améliorer en restant. J'entendais le silence dans la maison d'Héloïse, la façon dont elle faisait une pause avant de parler, choisissant ses mots comme elle le faisait toujours. Elle m'a rappelé que partir ne me rendait pas faible, que me choisir n'était pas une trahison. Quand nous avons raccroché, j'ai posé le téléphone sur la table basse, l'écran reflétant la petite lampe que j'avais allumée pour empêcher l'obscurité de m'engloutir. J'ai enlevé les boucles d'oreilles avec précaution, les plaçant à côté du téléphone, les perles attrapant la lumière, de petits rappels d'une promesse à moi-même, à la femme qui m'avait élevé pour savoir quand c'en était assez. Je me suis blotti sur le canapé, tirant la couverture autour de moi, laissant l'épuisement s'installer dans mes os alors que la pluie continuait de tomber dehors. Le silence n'était pas réconfortant, mais il était honnête, et j'y ai trouvé un étrange soulagement. J'ai regardé les boucles d'oreilles, le téléphone qui contenait tous les messages que je ne voulais pas lire, et j'ai murmuré dans le silence, et maintenant ? Le téléphone a vibré une fois, l'écran s'illuminant avec le nom de Théo, jetant une lueur sur la table basse avant de s'estomper. Comme je ne l'ai pas décroché, je l'ai laissé sonner, le son traversant la pièce avant de se dissoudre à nouveau dans le froid, le silence, ne laissant que la pluie remplir l'espace. Au moment où l'aube a commencé à projeter une lumière pâle sur mes fenêtres, j'étais assise sur le sol du salon avec une tasse de café qui avait refroidi il y a des heures. Ma robe froissée dans un coin où je l'avais laissée quand j'avais enfin enfilé un jogging et un pull. La bruine n'avait pas cessé de toute la nuit. Un clapotis doux et régulier sur la vitre qui me rappelait constamment que j'étais toujours là, toujours en vie, même quand chaque respiration faisait mal. Je n'avais pas dormi. J'avais essayé, m'étant glissé au lit avec la couverture enroulée autour de moi, mais le silence était bruyant, et chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Théo de l'autre côté de la table. Le rapide scintillement de ses yeux quand sa mère riait et me traitait de croqueuse de diamants. La façon dont ses lèvres tressaillaient dans ce petit rire lâche, cet haussement d'épaule qu'il faisait comme s'il disait « n'en fais pas une affaire ». Ce n'était jamais une affaire jusqu'à ce que ce soit tout. Je me suis retrouvé assise par terre, ouvrant les boîtes que j'avais empilées à côté du canapé, des boîtes de magazines de mariage, des agendas avec des post-it colorés, un dossier de reçus. Je n'avais pas l'intention de les examiner. J'avais l'intention de tout jeter, mais mes mains ne voulaient pas lâcher. Et bientôt, je feuilletais les pages, regardant les notes que j'avais écrites dans les marges avec un stylo qui avait séché depuis longtemps, une liste de lieux avec les dates d'acompte encerclées, les montants des paiements écrits à côté de ma main. J'ai trouvé un carnet que j'avais presque oublié, un simple cahier à spirale dont la couverture commençait à se décoller au coin. À l'intérieur se trouvaient des colonnes de dates et de montants, des paiements que j'avais effectués, des chèques que j'avais écrits pour des acomptes, des dégustations de traiteurs, des arrangements floraux, de petites sommes ici et là. Mais des choses que je payais régulièrement parce que la famille de Théo s'occupait des grosses dépenses, et c'était juste plus facile si je gérais les détails. Plus facile pour qui exactement ? Plus facile pour moi parce que je pensais que cela prouvait que j'appartenais, ou plus facile pour eux parce que cela me gardait silencieuse. J'ai tourné une page où j'avais noté un rappel à moi-même il y a des semaines. Demander à Théo de partager la compte du photographe.
Je n'avais jamais demandé. J'entendais sa voix, la façon dont il dirait « Chérie, c'est bon. Ma mère a dit qu'elle s'en occuperait. Ne stresse pas. » Et je ne l'ai pas fait parce que la dernière chose que je voulais, c'était de donner l'impression que je faisais de l'argent le centre de notre avenir. Mais l'argent était toujours là, tapis sous chaque conversation, chaque dîner de famille, chaque fête où j'étais assise à table pendant qu'Isabelle levait un sourcil devant les cadeaux que j'apportais. Pendant que Théo me serrait la main sous la table comme si cela suffisait à rendre les choses acceptables. J'ai pensé à la nuit où j'étais resté éveillé à modifier le dossier de présentation de Théo pour un client qu'il essayait de décrocher. La façon dont il s'était endormi sur le canapé pendant que je revérifiais les chiffres, nettoyais les diapositives, m'assurait que chaque virgule était à sa place. Le lendemain matin, il m'avait remercié d'un rapide baiser sur le front, disant « Maman a dit que c'était bien. Tu es de grand soutien. » De soutien. Comme si c'était mon rôle, ma place, l'espace qu'il me permettrait d'occuper tant que je n'en demandais pas plus. J'ai posé ma paume à plat sur le carnet, respirant lentement, la blessure se recroquevillant, chaude et vive, dans ma poitrine. Le mot « croqueuse de diamants » résonnait dans la pièce silencieuse, frappant plus fort à chaque fois qu'il traversait mon esprit, le souvenir du rire d'Isabelle et des gloussements de Théo poignardant chaque partie douce de moi que je leur avais ouverte. Le mot était l'opposé de qui j'étais, mais je l'ai laissé planer dans l'air parce que j'étais trop choqué, trop blessé, trop fatigué d'essayer de me prouver. À travers la pièce, la lumière du matin a attrapé les boucles d'oreilles de perles posées sur la table basse, leur surface lisse, parfaite, reflétant le ciel gris dehors. Je les ai prises, les tenant dans ma main, leur poids me fixant alors que je les serrais dans mon poing. Je n'étais pas ce qu'ils disaient que j'étais. Je n'allais pas laisser leur silence et leur rire me définir. Je me suis levé, me dirigeant vers la table de la cuisine, où j'ai commencé à empiler les reçus, les notes et les imprimer, les triant en une pile nette. Chaque feuille de papier était un rappel de chaque moment où j'avais donné quelque chose de moi-même sans demander de reconnaissance. Chaque petit paiement, chaque fin de soirée passée à aider Théo à se préparer à quelque chose qui ne lui profiterait qu'à lui pendant que je restais en arrière-plan, souriant poliment quand sa mère le félicitait, m'ignorant. J'ai trouvé un dossier, un que j'avais utilisé pour des documents fiscaux, et j'ai commencé à y glisser les papiers, chaque bout de papier comme une promesse silencieuse à moi-même que je ne les laisserais pas m'effacer. Que je ne les laisserais pas me dépeindre comme quelque chose que je n'étais pas, tout en utilisant mes efforts, mon argent et mon amour pour construire l'illusion de leur famille parfaite. Quand j'ai eu fini, j'ai pris un stylo et j'ai écrit un mot sur le devant du dossier, appuyant fort jusqu'à ce que l'encre saigne presque à travers le papier, moi. La bruine s'était transformée en une pluie constante, la ville dehors baignée de gris, le son réconfortant maintenant au lieu d'un rappel du froid. J'ai placé le dossier dans un tiroir, le refermant doucement, m'arrêtant un instant, la main posée sur la poignée, respirant la résolution tranquille qui avait commencé à remplacer la douleur creuse dans ma poitrine. Je me suis dirigé vers la fenêtre, appuyant mon front contre la vitre froide, regardant la pluie brouiller la vue de la rue en contrebas. Des gens se déplaçaient avec des parapluies, des voitures passaient avec des éclaboussures d'eau contre les trottoirs. Le monde continuait pendant que je restais là, laissant la vérité de ce que j'avais donné s'installer. Pas seulement l'argent, pas seulement les projets, mais les morceaux de moi-même que j'avais abandonnés sans hésiter, croyant que c'était le prix de l'amour, le coup d'appartenir. J'ai murmuré à la vitre striée de pluie, les mots ayant un goût d'acier. Je ne suis pas ce qu'ils disent que je suis. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de le penser. Quand j'ai ouvert les yeux ce matin-là, la pièce était baignée d'une douce lumière grise qui rendait tout silencieux, comme si le monde retenait son souffle avec moi. Je suis resté allongé un instant, laissant le plafond se préciser, l'immobilité pesant. Mais cela semblait différent cette fois, moins comme un poids, plus comme un espace, un endroit où je pouvais enfin penser. Je me suis levé, les pieds froids sur le parquet et j'ai enroulé une couverture autour de mes épaules alors que je traînais les pieds jusqu'à la cuisine. La machine à café ronronnait, le parfum familier emplissant le petit appartement, me donnant une encre tandis que la ville dehors s'animait lentement au son des pneus sur le pavé mouillé. En attendant que le café infuse, j'ai fait défiler mon téléphone, effaçant les notifications sans vraiment les voir. C'est là que j'ai vu le message, celui qui m'a coupé le souffle un instant. C'était de ma directrice me demandant si nous pouvions nous parler ce matin de quelque chose qui était apparu concernant ma conduite personnelle. Mon pouce a plané sur l'écran, mon esprit s'emballant. Je l'ai appelé immédiatement, le café oublié, la tasse laissée à fumer tranquillement sur le comptoir pendant que je faisais les 100 pas dans le salon,
chaque pas résonnant dans le petit espace. Sa voix était douce, mais je pouvais entendre le malaise alors qu'elle expliquait que la mère de Théo, Isabelle, avait contacté le conseil scolaire, soulevant des inquiétudes quant à ma stabilité émotionnelle et si j'étais en état de continuer à enseigner aux enfants. Laissant entendre qu'il y avait des problèmes personnels qui pourraient nuire à l'école. Je suis resté là, le téléphone pressé contre mon oreille, le monde tournant légèrement alors que j'essayais d'absorber ce qu'elle disait. Le calme du dimanche matin est devenu vif, la bruine dehors correspondant soudain au son du sang battant dans mes oreilles. Est-ce à propos de mes fiançailles, ai-je réussi à demander, ma voix me paraissant étrangère, tendue. Elle a hésité, puis a admis, son email mentionnait des préoccupations concernant votre comportement lors d'un événement familial. Remettant en question votre jugement. Je l'ai remercié de me l'avoir fait savoir, promettant de lui reparler bientôt, et j'ai mis fin à l'appel avant que mes mains ne commencent à trembler plus visiblement. Je me suis effondré sur le canapé, la couverture glissant de mes épaules, s'amassant autour de moi comme une bouée de sauvetage que je ne pouvais pas attraper. La peur de perdre mon emploi a rampé dans ma poitrine, glaciale et étouffante. La salle de classe a défilé dans mon esprit. Mes élèves, leurs dessins épinglés au tableau d'affichage, leur rire quand nous chantions des chansons sur la pluie, leurs petites mains tenant les miennes quand ils avaient peur ou étaient fiers ou avaient juste besoin de savoir que quelqu'un était là. L'idée de les perdre, de devoir emballer la petite plante sur mon bureau et la pile de livres que je leur lisais les jours de pluie, m'a fait pleurer avant que je ne puisse les arrêter. J'ai pressé les paumes de mes mains sur mes yeux, essayant de me ressaisir. Pendant un instant fugace, j'ai pensé appeler Théo. Peut-être qu'il pourrait arranger ça. Peut-être qu'il finirait par se lever, dire à sa mère d'arrêter, de me laisser tranquille. Mais aussi vite que la pensée est venue, je me suis souvenu de ce rire, de cet haussement d'épaule, de la façon dont il me laissait toujours prendre les coups pour maintenir la paix. Je n'allais pas supplier pour son aide. Pas cette fois. J'ai pris le téléphone pour appeler Héloïse, ma sœur, mais mon pouce a plané sur son nom. La peur et la honte se mélangeant au creux de mon estomac. Que dirais-je? Que je les ai laissés me pousser si loin. Que j'avais peur de me défendre à nouveau? J'ai laissé le téléphone tomber sur le canapé à côté de moi, respirant difficilement, fixant le petit appartement qui ressemblait maintenant à une cage. Mes yeux se sont posés sur le tiroir où j'avais placé le dossier marqué « Moi ». Je me suis levé, traversant la pièce, le tirant avec des mains qui tremblaient encore, l'ouvrant sur la table basse. Les voici, les reçus, les notes de ma main, les impressions de mai, les rappels de chaque morceau de moi que j'avais donné sans reconnaissance. J'ai passé mes doigts sur les pages, chacune étant un témoignage du travail que j'avais fait, du soutien que j'avais donné, des manières discrètes dont j'avais bâti une vie qu'ils avaient rejetée d'un rire et d'une étiquette. La colère a commencé bas, une ébullition au creux de mon estomac, poussant contre la peur qui essayait de la contenir. Je n'allais pas les laisser me prendre cela aussi. Je n'allais pas les laisser utiliser mon silence comme une arme. J'ai pris une profonde inspiration, reprenant le téléphone, cette fois pour rappeler ma directrice. Elle a répondu rapidement, et j'ai pu entendre l'inquiétude dans sa voix. Je veux que vous sachiez, ai-je dit, en stabilisant ma voix, que quelle que soit ma situation personnelle, cela n'affecte pas ma capacité à enseigner, à prendre soin de mes élèves ou à maintenir mon professionnalisme dans mon travail. Je peux fournir des documents si nécessaire et je ne permettrai pas que ma vie personnelle soit déformée pour nuire à ma carrière. Il y a eu une pause, puis elle a soupiré, un son doux et chaleureux qui m'a fait me sentir moins seul. Merci de clarifier, Solène. Je crois en votre engagement envers vos élèves. Nous nous en occuperons si cela se présente à nouveau. Après que nous ayons raccroché, je suis resté assise un instant, laissant le silence s'installer autour de moi, mais cela semblait différent cette fois. Moins comme une suffocation, plus comme un espace. Je me suis tourné vers la fenêtre, apercevant mon reflet dans la vitre, la bruine dehors jetant une douce lueur autour de moi. Vous avez choisi la mauvaise enseignante à menacer, ai-je murmuré à ce reflet, les mots vifs et certains. Une promesse à moi-même que je ne les laisserai plus me faire taire. On a frappé juste au moment où les réverbères s'allumaient dehors, projetant de longues réflexions sur le pavé mouillé. Je me suis figé, ma main planant sur l'interrupteur près de la porte, le pouls martelant dans le silence. Pendant un instant, j'ai envisagé d'ignorer, mais quelque chose dans le cou, ferme, régulier, m'a poussé à ouvrir la porte. Rachel était là, ses cheveux humides par la bruine, tenant un sac en papier qui sentait l'ail et le pain chaud. Elle n'a pas attendu une invitation,
elle est juste passée devant moi, a laissé tomber son sac sur la table basse et a secoué son manteau. Ne me regarde pas comme ça, a-t-elle dit, jetant un coup d'œil en arrière en enlevant ses chaussures. Tu ne pensais pas que je te laisserais t'asseoir ici seul, n'est-ce pas? J'ai fermé la porte, m'appuyant dessus, essayant d'avaler la constriction dans ma gorge. Elle s'est déplacée dans mon petit salon comme si elle y appartenait, sortant des boîtes de plats à emporter, ouvrant une bouteille de vin qu'elle avait glissée sous son bras. Les gestes simples et familiers ont rempli l'espace, le faisant ressembler moins à une tombe et plus à un endroit où la vie pouvait encore se dérouler. J'ai entendu, a finalement dit Rachel, s'installant sur le canapé, ses yeux cherchant les miens. Les gens parlent, tu sais. Je me suis enfoncé dans le fauteuil en face d'elle, tirant mes genoux contre ma poitrine, l'épuisement de la journée pesant lourdement dans mes os. Je n'ai pas eu besoin de demander ce qu'elle voulait dire. La lettre des RH était posée sur la table basse entre nous. Ces mots me brûlaient l'esprit. Allégations graves, enquête, conduite professionnelle, stabilité. Ils essaient de tout prendre, ai-je murmuré, ma voix se brisant malgré mes efforts pour la maintenir stable. Tout ça parce que je ne suis pas restée silencieuse. Rachel a tendu la main vers la mienne, sa prise chaude et réconfortante. Ils ont peur de toi, Solène. Peur parce que tu sais te défendre. C'est pour ça qu'ils font ça. Je voulais la croire, mais la peur revenait sans cesse, me murmurant que peut-être j'avais fait une erreur, que peut-être j'aurais dû juste garder la tête basse, ignorer les insultes et garder mon emploi en sécurité. J'ai pensé au rire de mes élèves, à leurs dessins que j'épinglais au mur, aux mots qu'ils laissaient sur mon bureau. Allais-je perdre tout cela parce que j'avais osé quitter une famille qui voulait me posséder? Rachel a lâché ma main et a commencé à sortir des objets de son sac, un dossier, une petite pile de papier, son téléphone. Tu dois te battre, a-t-elle dit, me regardant avec cette honnêteté féroce et inébranlable qui me faisait toujours me sentir comprise. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Je ne sais même pas par où commencer, ai-je admis, la honte de me sentir impuissante me nouant la poitrine. Rachel a poussé le dossier vers moi. Commence ici. Tu as tes évaluations de performance, les courriels des parents, les notes de remerciement de Théo lui-même sur la façon dont tu l'as soutenu. Tu as plus qu'il ne le pense. J'ai hésité, puis j'ai pris le dossier, feuilletant les papiers, l'écriture familière des parents me remerciant d'avoir aidé leurs enfants à apprendre à lire, d'être restés tard pour les aider avec leurs projets, de m'être soucié d'eux. J'ai senti quelque chose vaciller en moi, une petite lumière tenace. Rachel a versé 2 verres de vin, m'en tendant un. Tu te souviens quand tu m'as aidé l'année dernière avec ce parent qui a essayé de me faire virer pour une note? Tu m'as dit de me battre parce que la vérité comptait. J'ai réussi un petit sourire, me souvenant de la façon dont Rachel s'était tenue dans le bureau de la directrice, inébranlable, refusant de s'excuser d'avoir tenu un élève responsable. C'était différent, ai-je dit. Non, a rétorqué Rachel. Ça ne l'était pas. Ils utilisent la peur pour te faire taire. Tout comme ils ont essayé de me faire taire. Ne les laisse pas décider qui tu es. Nous sommes restés silencieux un instant. Le doux bourdonnement de la ville dehors remplissait les espaces entre nous. J'ai siroté le vin, laissant sa chaleur se répandre en moi, me réconfortant. La présence de Rachel me rappelait que je n'étais pas aussi seul que je le pensais. Après avoir mangé, Rachel s'est levée, remettant son manteau. Elle s'est arrêtée à la porte, se tournant pour me regarder. Promets-moi que tu te battras, Solène. J'ai regardé les papiers dans ma main, puis elle. J'ai serré. Non, a-t-elle dit fermement. Pas essayer. Fais-le. Elle est partie, la porte se refermant doucement derrière elle. Je suis resté là un instant, laissant le calme s'installer à nouveau, mais il ne me semblait plus lourd. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant les rues brillantes, l'éclat des phares se reflétant sur le pavé mouillé, le monde avançant, même si le mien semblait en pause. J'ai pressé ma main contre la vitre froide, respirant lentement, laissant la peur s'échapper autant que possible. J'ai pensé à Isabelle, à la façon dont elle essayait de tout contrôler avec un sourire et une menace cachée derrière des mots polis. J'ai pensé à Théo, à la façon dont il l'avait laissé faire. Puis j'ai pensé à mes élèves, à leur rire, à leur confiance, et à quel point ils méritaient une enseignante qui ne se tairait pas. Les mots de Rachel ont résonné dans mon esprit alors que je les murmurais à la fenêtre sombre, ne les laisse pas décider qui tu es. Le matin est arrivé vif et froid,
la lumière du soleil effleurant à peine le sommet des bâtiments humides dehors alors que je serrais mon pull autour de moi. J'ai posé mon café, la vapeur s'enroulant dans l'air frais, et j'ai ouvert mon ordinateur portable avec la même prudence que l'on utiliserait pour ouvrir une lettre piégée. Je n'étais pas prête, mais j'en avais fini d'attendre que quelqu'un d'autre me sauve. Je me suis assise à la table de la cuisine, entourée de piles de reçus, de mails imprimés et de dossiers que j'avais étiquetés la nuit précédente. Pendant un instant, j'ai fermé les yeux, entendant la voix de Rachel me rappeler « Ne les laisse pas décider qui tu es ». Je ne savais pas si j'étais courageuse, mais je savais que j'étais fatiguée de me taire. J'ai commencé par les emails, faisant défiler des conversations qui semblaient autrefois inoffensives. Planification de mariage, réservation de dîner, dont pour la fondation de la famille de Théo. Mes yeux les ont parcourus, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer le poids que je ressentais sur moi depuis la nuit où j'avais quitté ce restaurant. Mon café a refroidi tandis que je continuais à cliquer, à parcourir, à lire, et puis je l'ai trouvé. C'était un email d'Isabelle à Théo, qui m'avait été transféré il y a des mois lorsque nous confirmions les détails du lieu, enfoui sous des pièces jointes de menus et de plans de table. Ces mots étaient là, clairs comme le ciel d'hiver dehors. Assure-toi que Solène signe les papiers du lieu. Si les choses ne fonctionnent pas, il est préférable qu'elle garde la compte, pas nous. Je l'ai relu, ma main tremblant alors que je la pressais contre ma poitrine, sentant la rage se déployer en moi comme un feu qui se réveille. Mon esprit est revenu au jour où nous avons signé le contrat du lieu. Théo m'avait souri, me disant que c'était juste une formalité, que nous étions dans le même bateau, que cela facilitait les choses, plus facile pour lui, j'ai réalisé maintenant, plus facile pour eux de partir pendant que j'étais laissé avec la dette et le blâme. Ma vision s'est brouillée, mais j'ai refusé de laisser les larmes couler. J'ai fouillé plus profondément, sortant des relevés bancaires, les recoupant avec les reçus que j'avais conservés par habitude, une habitude que ma mère m'avait apprise alors qu'elle triait les factures à notre table de cuisine en province. Paiement après paiement était venu directement de mon compte. Acompte du lieu, art du traiteur, même une partie des frais de photographie. Théo m'avait toujours dit qu'il s'en occuperait plus tard, que ses parents s'en chargeraient. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai trouvé le tableur que j'avais créé pour la fondation de la famille de Théo. Les heures que j'avais passées après l'enseignement toute la journée à rédiger des rapports et à suivre les dons pour que Théo puisse impressionner ses parents. Son nom était sur chaque page. Le crédit lui revenait tandis qu'on me remerciait d'une tape sur la tête et d'un verre de vin, me disant « Tu es si utile, Solène. » Utile. Le mot m'a frappé comme une gifle. J'ai fermé mon ordinateur portable, respirant difficilement, la pièce tourbillonnant alors que j'essayais de traiter la trahison dissimulée sous chaque sourire poli, chaque rire dédaigneux, chaque promesse vide de « nous arrangerons ça plus tard ». Ils m'avaient utilisé, et je les avais laissés faire, croyant que l'amour signifiait le sacrifice, que le silence maintenait la paix. J'ai regardé les boucles d'oreilles de perles sur la table basse, la lumière les attrapant comme si la voix de ma mère était là, murmurant que je valais plus que la façon dont ils me traitaient. Je me suis levé, reculant les épaules, laissant la colère se transformer en quelque chose de plus aigu, de plus propre. Je ne serai pas leur victime silencieuse. J'ai rouvert mon ordinateur portable, cette fois avec un but. J'ai numérisé les documents, les classés dans des dossiers pour les RH, pour le juridique, pour moi. Chaque clic a été comme une récupération d'une partie de moi-même, retirant ma voix des ombres dans lesquelles il l'avait poussée. Je n'étais pas assez naïf pour penser que ce serait facile, mais j'en avais fini de les laisser dicter ma valeur. Après des heures de tri et de numérisation, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Héloïse. Sa voix était chaleureuse, stable, une corde me tirant du précipice sur lequel je n'avais même pas réalisé que j'étais. « Prends un avocat, Solène, a-t-elle dit, sans hésitation. N'y va pas à l'aveugle. Tu as les preuves, mais tu dois te protéger avant de rendre ça public. Je ne sais même pas si je peux me payer un avocat, ai-je admis, la peur de perdre mon emploi me rongeant toujours la peau. Tu ne peux pas te permettre de ne pas le faire, a-t-elle répondu, son ton doux mais inflexible. Tu n'es pas seul dans cette épreuve, mais tu dois faire le premier pas. Nous avons parlé un moment, sa voix manquant pendant que je faisais les 100 pas dans ma cuisine, la lumière de l'après-midi se déplaçant à travers les nuages dehors. Elle m'a rappelé qui j'étais avant Théo, avant les dîners avec sa mère, avant qu'on ne me fasse sentir que je devais être reconnaissante pour des miettes de gentillesse en échange de mon silence. Quand nous avons raccroché, je me suis assise à table, les dossiers empilés proprement devant moi, le café maintenant froid, intact.
Le silence de l'appartement semblait différent cette fois, comme le calme avant une tempête nécessaire, et non le vide de la défaite. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les bâtiments et que les premières étoiles commençaient à percer le ciel qui s'assombrissait, mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, voyant le nom de Théo s'allumer avec un message. Il faut qu'on parle. C'est urgent. Je l'ai fixé, les mots flottant devant moi. La dernière trace de chaleur que j'avais autrefois ressentie pour lui avait disparu, remplacée par quelque chose de féroce, de protecteur envers les morceaux de moi-même que j'avais enfin rassemblés. Je me suis tenu devant la porte, respirant le courant d'air froid qui s'infiltrait par les bords, ma main planant sur la poignée. Une partie de moi voulait le laisser frapper jusqu'à ce que sa main lui fasse mal, le laisser là dans le couloir avec toutes les excuses qu'il n'avait jamais réussi à me dire en face. Mais une autre partie de moi avait besoin de le regarder dans les yeux pour voir si l'homme qui m'avait autrefois tenu la main à l'aube quand j'avais peur pouvait admettre la vérité qu'il avait cachée dans le silence. J'ai ouvert la porte. Théo se tenait là, les cheveux en désordre, la veste déboutonnée, les yeux fuyants avant de se poser sur les miens. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. La lumière du couloir a vacillé et le son lointain de la télévision d'un voisin a filtré alors qu'il entrait sans demander. Il a ouvert la bouche comme s'il allait parler, mais l'a refermée, ses lèvres se pressant avant que les mots ne tombent. Solène, je ne voulais pas que les choses en arrivent là. J'ai croisé les bras, m'appuyant contre le mur près de la porte, le regardant essayer de trouver le courage de dire ce qu'il avait à dire. Mon téléphone était glissé dans ma poche arrière, enregistrant chaque mot, chaque bégaiement, chaque respiration. J'ai essayé d'arrêter ça, a-t-il dit, passant une main dans ses cheveux. Maman, elle a promis qu'elle arrangerait ça, que ça passerait, mais un ping l'a interrompu. Un autre, puis un autre. Son téléphone a vibré encore et encore, chaque vibration plus forte dans le lourd silence entre nous. Son visage a pâli alors qu'il le sortait de sa poche, la lueur éclairant l'effroi dans ses yeux. Je n'avais pas besoin de regarder, mais je l'ai fait, jetant un coup d'œil pour voir ses notifications exploser. Quelqu'un avait posté des photos de notre dîner de fiançailles, tordant le moment où j'avais posé la bague comme preuve que j'étais exactement ce qu'Isabelle m'avait appelé, une croqueuse de diamants, une femme manipulatrice qui avait essayé de piéger Théo pour l'argent de sa famille. Les légendes étaient ignobles, les commentaires pires. Des inconnus déchirant une femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée parce que c'était plus facile que de croire qu'une famille avec de l'argent pouvait être cruelle. Je l'ai regardé à nouveau. Il marmonnait quelque chose à propos d'un malentendu, que c'était la façon de sa mère de protéger la famille, qu'il ne pensait pas que ça irait aussi loin. Je ne l'ai pas posté, Solène. Tu dois me croire, a-t-il plaidé en s'approchant. Tu l'as laissé faire, ai-je dit, ma voix calme, chaque mot précis. Ton silence est plus fort que tes excuses, Théo. Il a tressailli, la vérité frappant plus fort que n'importe quelle voix élevée ne l'aurait pu. Son téléphone a vibré à nouveau, et il l'a fait taire, me fixant, cherchant la douceur que j'avais autrefois pour lui. La douceur que j'avais pour l'homme que je pensais qu'il était. Elle a bloqué les acomptes, a-t-il finalement admis, ses épaules s'affaissant comme un enfant confessant avoir cassé quelque chose de fragile. L'argent, les acomptes, tout est à ton nom, et maman s'est assurée que tu ne pouvais pas le récupérer si tu rends ça public. Elle a dit, c'est pour nous protéger, pour s'assurer que tu ne. Ne quoi, ai-je demandé, faisant un pas en avant, le forçant à me regarder. Dis la vérité. Il a ouvert la bouche à nouveau, mais rien n'est sorti. Je l'ai regardé se débattre. L'homme qui m'avait dit un jour que j'étais la personne la plus forte qu'il connaissait, incapable de faire face aux gens qui me déchiraient. Tu es là pour protéger l'image de ta famille, pas moi, ai-je dit. Ne fais pas semblant que ça nous concerne. Ce n'est pas comme ça, Solène, a-t-il essayé, tendant la main vers la mienne, mais j'ai reculé, laissant l'espace entre nous s'élargir jusqu'à ce qu'il ressemble à l'océan. Je me suis dirigé vers la table, prenant les dossiers que j'avais préparés, les tapotant légèrement contre ma paume en le regardant. J'ai tout, ai-je dit. Les reçus, les emails, tes messages, les instructions de ta mère, et maintenant cette conversation. Ne fais pas ça, a-t-il murmuré, sa voix se brisant. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Ne rends pas ça public. Ne gâche pas tout. Je ne gâcherai rien, ai-je répondu, posant les dossiers avec précaution. Toi et ta famille l'avez fait tout seul. Il m'a regardé, puis vraiment regardé,
comme s'il réalisait pour la première fois que je n'étais plus la femme qui se rabaisserait pour maintenir la paix. J'ai vu la peur dans ses yeux. La panique d'un homme qui savait que le pouvoir qu'il avait autrefois sur moi avait disparu. « Solène, s'il te plaît, a-t-il dit, s'approchant à nouveau. Mais j'ai secoué la tête. J'en ai fini, ai-je dit, ma voix stable, ma colonne vertébrale se redressant alors que je sentais chaque once de trahison se transformer en résolution. Tu les as choisis. Je me choisis. Il est resté là, les yeux brillants, respirant difficilement avant de se détourner. J'ai ouvert la porte pour lui, la tenant grande ouverte alors qu'il sortait, s'arrêtant un instant comme pour dire autre chose. Mais il ne l'a pas fait. J'ai fermé la porte derrière lui, le loquet s'enclenchant plus fort que je ne m'y attendais dans l'appartement silencieux. Je me suis appuyé dessus, fermant les yeux, laissant les larmes couler un instant avant de les essuyer du revers de la main. Tu les as choisis, ai-je murmuré à moi-même, en verrouillant la porte. Et je me choisis. Quand je me suis réveillé ce matin-là, l'air était différent. Vif, clair, comme si la pluie avait lavé le brouillard qui s'était installé lourdement dans ma poitrine pendant des semaines. Je me suis assise à ma table de cuisine, la vapeur de mon café s'élevant dans la lumière qui filtrait par la fenêtre. Le dossier de preuve était étalé devant moi comme une armée silencieuse. Il était temps. J'ai lissé le devant de ma blouse, attachant mes cheveux, sentant chaque petit acte de préparation m'ancrer alors que je prenais mon ordinateur portable et le mettais dans mon sac. Avant de partir, j'ai jeté un dernier coup d'œil autour de l'appartement, aux post-it d'encouragement qu'Héloïse m'avait envoyés, aux boucles d'oreilles de perles reposant dans la petite coupelle près de la porte, attrapant la lumière. La voix de ma mère a résonné doucement dans mon esprit. Ne les laisse pas raconter ton histoire. Ainsi, le bureau du conseil scolaire était plus froid que dans mes souvenirs, le bourdonnement des lumières au plafond résonnant comme un avertissement alors que je m'asseyais en face du panel et du représentant des ressources humaines. Ils m'ont accueilli poliment, mais je pouvais sentir la prudence dans leurs yeux, le genre réservé aux personnes sur le point de devenir un problème. J'ai ouvert mon ordinateur portable, affichant les fichiers que j'avais préparés, mes mains fermes. Merci de m'avoir rencontré, ai-je commencé, ma voix calme mais inébranlable. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai besoin que vous compreniez la vérité. Leurs yeux se sont croisés alors que je commençais à exposer la chronologie de ce qui s'était passé à huis clos. Je leur ai montré les emails, les messages textes, les captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux qui déformaient l'histoire du dîner de fiançailles en quelque chose de laid. Quelque chose utilisé pour me diffamer. J'ai diffusé l'enregistrement de la visite de Théo, sa voix admettant la manipulation, le piège financier, le silence qu'il avait choisi plutôt que de me défendre. La pièce était silencieuse, sauf le léger bourdonnement du ventilateur de l'ordinateur portable, la vérité planant dans l'air entre nous. J'ai observé leur visage passer du scepticisme à l'incrédulité à la colère alors que la réalité s'installait. Un membre du conseil s'est éclairci la gorge, secouant la tête, les yeux durs. Cela n'aurait jamais dû vous atteindre ainsi, Solène. J'ai hoché la tête, avalant la boule dans ma gorge. J'ai travaillé dur pour mes élèves. Je ne laisserai pas leur confiance en moi être utilisée comme une arme. Quand la réunion s'est terminée, je suis sorti dans l'air vif de Nantes, le poids sur mes épaules plus léger, mais pas plus assuré. J'avais récupéré mon récit, refusant de laisser les murmures d'Isabelle définir qui j'étais ou ce que je représentais. Alors que j'atteignais la poignée de la portière de ma voiture, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre, les rides autour de mes yeux plus douces, la mâchoire plus forte. J'ai conduit directement au bureau de Maître Dupont. Le petit cabinet d'avocat niché dans un immeuble en briques près de la rue des Rosiers. L'odeur de café et de papier m'a accueilli en entrant. Maître Dupont, levant les yeux de son bureau avec un regard stable qui me donnait l'impression de ne pas me battre seul. « Vous êtes prête ?» a-t-elle demandé alors que je posais les dossiers sur son bureau. « Oui », ai-je répondu. Elle a feuilleté les documents, hochant la tête en lisant les reçus annotés, les relevés bancaires montrant les dépôts effectués à mon nom, les emails qui révélaient l'intention d'Isabelle. « Nous enverrons la mise en demeure aujourd'hui », a dit Maître Dupont, son stylo tapotant légèrement sur le dossier, et nous intenterons une action pour récupérer les dépôts. Ils ne vous intimideront pas pour vous faire taire. Une vague de soulagement m'a envahi, non pas parce que c'était fini, mais parce que cela commençait. Pour la première fois depuis des semaines, je sentais que je n'étais plus piégé dans le coin où il m'avait poussé. Que je m'engageais enfin dans le combat qu'il pensait que j'étais trop petite pour gagner. Quand j'ai quitté le bureau, le ciel était d'un bleu pâle,
l'air frais sur ma peau alors que je sortais mon téléphone pour envoyer un message à Héloïse. C'est fait, ai-je écrit. Quelques secondes plus tard, sa réponse est arrivée. Fier de toi. J'ai rangé mon téléphone dans mon sac, marchant vers ma voiture avec la certitude tranquille d'une femme qui connaissait sa valeur, qui ne serait pas effacée parce que c'était pratique pour le confort de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, alors que je préparais du thé, la bouilloire ronronnant doucement, j'ai entendu le froissement discret de papier glissant sous ma porte. Mon cœur s'est arrêté, la vapeur montant alors que je me dirigeais vers la porte, ramassant l'enveloppe, mon nom griffonné sur le devant d'une écriture soignée qui respirait le contrôle. À l'intérieur se trouvait une lettre de l'équipe juridique de son fils, le langage froid et formel et plein des menaces et de l'intimidation, mais c'est la note manuscrite en bas qui m'a coupé le souffle. Nous pouvons régler cela discrètement ou vous pouvez tout détruire. Je suis resté là, relisant les mots encore et encore, la menace claire, la peur qu'ils essayaient d'invoquer presque tangible. Mais en abaissant la lettre, la pliant soigneusement, j'ai réalisé que je n'avais pas peur. Plus maintenant. J'ai posé la lettre sur le comptoir de la cuisine, l'écriture me hantait toujours l'esprit. Mais au lieu de la peur, un calme étrange s'est installé en moi. Le message était assez clair, une menace à peine voilée enveloppée dans un langage juridique poli, mais le griffonnage manuscrit en bas, nous pouvons régler cela discrètement ou vous pouvez tout détruire, n'était rien d'autre que de la peur, déguisée en contrôle. J'ai fini la dernière gorgée de mon café, rincé la tasse dans l'évier et suis sorti sur le balcon. L'air était vif, prometteur d'une journée claire, le genre qui fait vibrer Nantes, le soleil perçant le froid persistant du matin. J'ai fermé les yeux, laissant la brise caresser mon visage, me rappelant que quoi qu'ils essaient de prendre, j'étais toujours là. J'ai pris mon téléphone et j'ai pris une photo de la lettre, l'attachant à un message à Maître Dupont avec un simple procédé. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu sa réponse. Compris. Laissez-les avoir peur. Un sourire s'est esquissé au coin de ma bouche alors que je glissais le téléphone dans ma poche. Je n'avais plus besoin de me cacher. Plus besoin de me rabaisser pour mettre les autres à l'aise. J'ai laissé le matin m'envelopper comme une vieille amie avant de rentrer à l'intérieur pour prendre la dernière boîte que j'avais laissée dans le coin de ma chambre, étiquetée au mariage. La boîte semblait plus légère que dans mes souvenirs alors que je la portais jusqu'à ma voiture, traversant la ville jusqu'au petit garde-meuble que j'avais loué à Saint-Gilles. Les rues bourdonnaient du rythme tranquille d'un samedi matin. Des gens promenant des chiens, portant des cafés, vivant des vies qui étaient les leurs, libres et sans fardeau. Je voulais ressentir cela, et pour la première fois, je croyais que c'était possible. Au garde-meuble, j'ai ouvert la porte métallique, le son résonnant sur les murs de béton. J'ai posé la boîte, l'ai ouverte et j'ai tendu la main à l'intérieur, retirant les boucles d'oreilles de perles de ma mère. Elle scintillait doucement dans la fine bande de lumière du soleil qui coupait le sol, me rappelant les nuits où elle s'asseyait à la table de la cuisine, me racontant des histoires sur le fait de se choisir soi-même, même quand le monde vous dit de vous asseoir et de vous taire. J'ai mis les boucles d'oreilles, me regardant dans le petit miroir que je gardais dans la boîte à gants de ma voiture. Pendant un instant, je me suis juste regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un qui avait lutté contre la peur, la trahison et le doute, et qui était toujours debout. Alors que je remettais la boîte vide dans l'unité, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. C'était un message de Maître Dupont. Accord conclu. Ils ont accepté de restituer les dépôts, ont signé la clause de confidentialité, et votre dossier avec l'école est vierge. Félicitations, Solène. Je me suis appuyé contre la voiture, laissant échapper un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. Il ne s'agissait pas de les vaincre. Il s'agissait de récupérer ma vie, mon histoire et les morceaux de moi-même que j'avais abandonnés, pensant que c'était le prix de l'amour et de l'acceptation. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au petit centre communautaire où je faisais du bénévolat le week-end pour le programme de lecture pour enfants. L'air à l'intérieur sentait les crayons et les vieux livres, le bavardage des enfants remplissant la pièce alors qu'ils se rassemblaient autour de moi pour l'heure du conte. J'ai ouvert un livre et j'ai commencé à lire. Les petits visages me regardaient, les yeux grands ouverts et impatients. Une petite main a tiré ma manche, une petite voix disant « Tu es la meilleure maîtresse ». Ces mots se sont installés dans un endroit de mon cœur qui avait été vide trop longtemps. Plus tard, alors que le soleil commençait sa lente descente, peignant la ville de teintes oranges et roses, je suis rentré à pied dans le quartier. Le poids qui avait pesé sur mes épaules pendant des mois avait disparu, remplacé par une force tranquille que je n'avais pas ressentie depuis avant Théo, avant les mensonges,
avant que je ne me permette de croire que le silence était de l'amour. Alors que je tournais le coin près de mon immeuble, je l'ai vu. Théo se tenait de l'autre côté de la rue, les mains enfoncées dans ses poches, son regard fixé sur moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Du regret peut-être, ou la réalisation de ce qu'il avait perdu. Nous avons maintenu le contact visuel un instant, le monde autour de nous bougeant pendant que nous restions immobiles. J'ai hoché la tête une fois, un simple signe d'acquiescement, puis j'ai tourné et continué à marcher, le passé s'effaçant à chaque pas que je faisais. Quand je suis rentré chez moi, je suis sorti sur le balcon, la brise fraîche du soir soulevant les mèches de cheveux de mon visage. J'ai retiré les boucles d'oreilles de perles, les tenant dans mes mains un instant avant de les placer dans la petite boîte en bois sur la table. J'ai fermé le couvercle doucement et j'ai murmuré « Merci, maman ». J'ai enfin choisi de me choisir. Je me suis assise, tirant mes genoux contre ma poitrine, laissant le calme du soir s'installer autour de moi. Je savais que je n'étais pas entièrement guéri, que la confiance prendrait du temps à se reconstruire et que certaines nuits seraient encore lourdes. Mais pour la première fois, je ne vivais pas dans la peur de ce qui se passerait si je disais non. Si je me défendais. Si je choisissais de partir. Parfois, le cadeau que vous laissez derrière vous n'est pas pour eux. C'est pour vous.